Voilà donc pour ce film. Alors, nettoyage ethnique, crime contre l'humanité, génocide. Depuis maintenant plusieurs semaines, la communauté internationale s'indigne des exactions perpétrées contre la communauté musulmane des Rohingyas en Birmanie. Il serait plusieurs centaines de milliers à avoir été déplacés au Bangladesh voisin. Et les témoins parqués dans quelques camps racontent des scènes de torture, de viol et d'exécution. Bonjour Benoît Grimond, c'est vous qui avez réalisé ce film. Quand est-ce que vous vous êtes attaché à décrire cette réalité des moines birmans et notamment ce nationalisme qu'on découvre? Alors tout à fait au départ, c'était en début 2016, c'est un projet qui a été initié par mon co-réalisateur, Joël Kurtz. Et c'était l'idée de raconter la naissance de la démocratie. Et en fait, l'actualité nous a rattrapés et la situation s'est fortement dégradée en Arakan. Et donc petit à petit... La région où sont les Rohingyas. Absolument. Et la dimension politique du sujet, de l'idée du pouvoir, du troisième pouvoir birman, le pouvoir des moines, a pris le pas sur le reste du sujet. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que nous, occidentaux, même si je n'aime pas trop ce terme, on a tendance à se représenter la religion bouddhiste comme une religion de paix. Enfin, c'est un peu les représentations qu'on a. Et là, on découvre en fait une réalité qui est tout autre. Comment est-ce que vous avez perçu cette réalité sur place ? Eh bien, en fait, ça fait partie à force d'enquêter et de discuter avec les moines, on s'est rendu compte que pratiquement tous les moines étudiants partent 1 an ou 2 ans dans les régions reculées de Birmanie pour leur mission, pour ce qu'ils appellent la mission. C'est des moines missionnaires. Et donc, ça nous a interpellés déjà, la notion de missionnariat, et on s'est dit on va les suivre, parce que du coup, il y aurait une confrontation avec les populations locales des coins reculés. Et donc, on a entendu parler de cette cérémonie qui est dans le film, de cérémonie de conversion, quelque chose qui n'a jusque-là jamais été filmé, qui est assez mal connu. Vous en parlez à Rangoon, personne ne sait que ça existe. Et ils nous ont invités à filmer cette cérémonie. On a donc foncé début 2016 ou juin 2016 dans le fin fond de l'Arakan. Alors, c'est justement étonnant parce que vous avez réussi à tourner des choses qu'on ne voit jamais. Déjà, il faut pouvoir tourner en Birmanie, et puis en plus tourner des conversions, tourner des espèces de meetings donc, de ces moines nationalistes. Est-ce que vous avez eu des difficultés ? Alors des difficultés de type, entre le début du tournage, au début du tournage c'était très facile d'aller en Birmanie, il y avait même des visas officiels, c'était le pays en pleine ouverture. La difficulté, c'était avec les moines de respecter ils avaient très peur de nous parce qu'ils nous assimilaient comme des chrétiens, forcément, puisqu'on était occidentaux, et donc ils avaient peur qu'on les juge dans leur travail de missionnaire. Et puis la deuxième partie, par contre, la situation s'est durcie entre-temps, entre les deux tournages. Il y a eu des premiers événements avec les Rohingyas, et donc là, par contre, on a dû tourner un peu discrètement. Et c'est là qu'on a tourné les nationalistes. Paradoxalement, les nationalistes sont beaucoup moins méfiants et beaucoup plus fiers de leurs propos et ils ont beaucoup plus envie que leur théorie se propage, en fait. L'un des moines du mouvement Mabata qu'on découvre dans votre film dit on ne peut pas maîtriser la colère des gens quand vous évoquez les exactions commises vis-à-vis des Rohingyas. Finalement, c'est presque un blanc-seing vis-à-vis de cette réalité et de ces violences dont le peuple Rohingya est victime. Oui, c'est ce qu'on leur a beaucoup reproché dès les premières émeutes de 2012 en Arakan. On a reproché à ces moines de donner carte blanche aux bouddhistes locaux en ayant ce genre de propos sur Facebook, puisque Facebook est arrivé d'un seul coup, donc sans aucune censure, c'était nouveau pour eux, et ils ont pu donc déverser toute leur haine sur les propos, sur les musulmans et les Rohingyas. Et ça a servi effectivement de carte blanche. Ça rappelle presque en fait la radio Mille Collines au Rwanda en 94. C'est très proche. D'ailleurs, pendant qu'on y était, ils avaient eu un projet de créer une radio pour laquelle ils n'ont pas eu l'autorisation finalement. Dernière question rapidement. On semble un petit peu découvrir la réalité des Rohingyas depuis quelques semaines. Comment est-ce que vous expliquez en fait le silence de la communauté internationale, des ONG sur cette question, alors que ces exactions en fait on les connaît depuis plusieurs années? C'est assez surprenant, c'est quelque chose qui était très couvert dans les pays anglo-saxons, mais de façon assez récente en France. Je n'ai pas d'explication sur cette question. Merci beaucoup Benoît Grimond d'être venu nous raconter ce film. Alors génocide, nettoyage ethnique, crime contre l'humanité, que se passe-t-il en Birmanie? Comment protéger la communauté Rohingya et la communauté internationale est-elle impuissante face aux atrocités commises par l'armée birmane? Pour en débattre, je vais poser la question à mes invités. Bénédicte Braque de La Perrière. Bonjour, vous êtes anthropologue du Centre Asie du Sud-Est
au CNRS, donc un laboratoire rattaché à l'EHESS, et vous êtes spécialiste de la Birmanie. Bienvenue à vous. Jean-Noël Wetterwald, vous êtes ancien délégué du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Asie du Sud-Est et au Bangladesh. Vous avez par ailleurs écrit D'exil, d'espoir et d'aventure, un Suisse à la rencontre des réfugiés en 2014. C'était aux éditions Belvédère. Bienvenue à vous. Bonjour. Christine Chaumeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste de l'Asie du Sud-Est à Courrier International. Vous avez participé à l'excellent dossier du Courrier International de la semaine dernière, consacré justement à la Birmanie. Enfin, Nordine Erès, bonjour. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur du collectif AMEB, Halte au massacre en Birmanie. Pardon. Tout à fait. Merci à tous d'être présents. Alors, première question peut-être sur ce film, autour de l'influence des moines en Birmanie. Est-ce qu'il faut s'étonner de cette influence, je dirais croissante, des moines nationalistes sur la scène politique birmane? Peut-être Bénédicte Braque de la Perrière, est-ce que ça vous étonne? Non, c'est un mouvement qui est dans le prolongement de l'histoire récente, et puis l'influence des moines dans un pays à majorité bouddhiste est absolument un fait de société majeur. Donc, il serait près de 500 000. Il serait près de 500 000, oui. Donc autant que les militaires. Donc c'est une force importante dont il faut tenir compte quand on analyse la situation. Et leur influence, l'autorité qu'ils ont auprès de la population est considérable. Bon. Comment est-ce que, Christine Chaumeau, le Mabata, donc le mouvement qu'on découvre à la fin du documentaire, donc extrêmement nationaliste, xénophobe, raciste, ouvertement, peut-il à ce point en fait faire pression sur la politique nationale au point en fait d'avoir un vrai poids dans les lois? En fait, je pense qu'il y a, enfin, Geneviève va pouvoir me dire, mais il me semble qu'il y a un élément fondamental aussi qui joue, c'est qu'avec la démocratisation de la Birmanie à partir de 2011, les discours nationalistes, enfin pas à partir de 2011, mais je veux dire le gouvernement, le processus de démocratisation, qui vraiment s'engage de manière beaucoup plus volontariste avec l'arrivée d'un gouvernement semi-civil en 2011, s'accompagne d'une ouverture sur les réseaux sociaux et d'un allègement de la censure. Et du coup, les discours extrêmement nationalistes, extrémistes, bouddhistes, trouvent à s'exprimer sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et voilà, il y a une traînée de poudre qui se diffuse comme ça et qui arrive à trouver un public très rapidement. Jean-Noël Wetterwald, est-ce que c'est quelque chose de récent, cette réalité? Non. Disons maintenant, on la voit au grand jour, mais je pense que c'est aussi un défi à notre vision binaire, parfois, de voir les choses en Occident. Donc, on a dit, voilà, les bouddhistes, religions ou mouvements philosophiques de paix, et on voit qu'ils font du prosélytisme comme toutes les autres religions par ailleurs. Donc, je pense que c'est important d'essayer de comprendre les dynamismes et ensuite de pouvoir travailler à une solution politique, mais ça, c'est vraiment autre chose. Mais écoutez, on y reviendra. Nordine Erès, peut-être, vous, de votre côté, vous vous êtes engagé il y a déjà plusieurs années à la suite, justement, de la découverte de la réalité des Rohingyas, mais pas seulement, car ce n'est pas le seul peuple opprimé en Birmanie. Plus largement, que diriez-vous du droit des minorités en Birmanie? Comment vous expliquez le rejet de ces communautés? Alors, en Birmanie, il y a... ce pays-là a une particularité, c'est-à-dire que c'est un pays qui est composé de plusieurs ethnies différentes. Donc, on en rencontre officiellement plus de 130, plus de 135. Il y a eu un recensement qui a été fait il n'y a pas très longtemps, il y a, je pense, 2 ans. Et on a occulté encore une fois environ 8 ou 9 ethnies, dont les Rohingyas. Et les Rohingyas ont cette particularité, c'est-à-dire qu'ils sont apatrides aujourd'hui, c'est la plus grosse communauté. Depuis 1982, il y a une loi en fait qui leur a retiré la nationalité. Tout à fait, et cette loi-là, je pense, fait partie d'un agenda, je dirais, politique, qui n'est pas hasardeux. Et on a voulu, je pense, on a le sentiment, quand on étudie le cas de la Birmanie depuis un certain nombre d'années, que tout n'est pas fait au hasard. Il y a une sorte de coalition, une combinaison assez parfaite et presque machiavélique quelque part entre le pouvoir religieux d'un côté, représenté par ces moines
extrémistes. Et vous avez l'armée birmane qui vont de concert. Qui vont de concert, tout à fait. Qui s'alimentent. Ils s'arrangent entre eux. Voilà. Bénédicte Braque de la Perrière, ça vient d'où ce rejet de la communauté Rohingya? C'est récent? Non, ce n'est pas récent, c'est ancien. C'est ancien, ça a une histoire qui est progressive, moins que comme un projet machiavélique, je le verrais comme un engrenage malheureux, moi. Mais... Qu'il y a à quoi? On sait que les Anglais étaient présents, qu'il y a eu une forme de décolonisation, que les ethnies et du coup les frontières, comme en Afrique et comme ailleurs, en fait, ont aussi été mouvantes. Est-ce que c'est lié à ça? C'est lié évidemment à cette histoire, l'histoire de la frontière du nord de l'Arakan avec le Bangladesh, qui est Bangladesh que depuis 1974, il ne faut pas l'oublier non plus. Et puis c'est surtout lié à l'histoire, donc, comme je le disais, de cet établissement de la frontière en 1937, à un moment où le Raj établit donc une administration séparée pour la Birmanie et dans un contexte local de population où les musulmans sont relativement plus nombreux qu'ailleurs en Birmanie. Et du fait aussi de la colonisation qui a importé énormément de main-d'œuvre d'Inde, et notamment en Arakan. Et donc ces musulmans se sont retrouvés du mauvais côté de la frontière. Puis pendant la guerre, ils ont pris une position qui ne les a pas favorisés après la guerre, puisqu'ils ont soutenu les Anglais. Et à l'indépendance, donc, ils se sont retrouvés ostracisés. Et ils ont essayé donc d'acquérir un statut en demandant d'être reconnus comme ethnie de Birmanie à travers le choix de ce nom Rohingya. C'est de là que vient ce problème avec le nom qu'ils se sont choisis. Qui est donc rejeté en fait rejeté par les Birmans, puisque depuis 1982, ils ont été considérés comme en dehors de la liste des 135 ethnies de Birmanie et donc apatrides. Voilà. Comment est-ce que vous expliquez cette réalité, Jean-Noël Waterwald, des Rohingyas? Est-ce que c'est spécifiquement donc lié, comme on le disait, en fait, à un contexte historique où il y a aussi quelque chose de l'actualité internationale qui fait qu'aujourd'hui, quand on voit à quel point l'islam peut être pointé du doigt dans les questions de terrorisme au niveau international, est-ce que ça aussi, ça joue? Je pense que pour le moment, on en est un peu au niveau des spéculations. Ouais. Je veux dire, les liens ne sont pas avérés. C'est vrai qu'il y a certaines personnalités qui sont en contact avec un certain monde islamiste, mais je veux dire, ce problème des Rohingyas remonte à bien avant le problème que nous avons. C'est un conflit interethnique finalement. C'est un conflit qui dure depuis plus ou moins la création de l'État birman, c'est-à-dire en 1947 ou 48. Et je pense que évidemment le contexte international lui donne une autre dimension. Mais je veux dire, le conflit, il est là. Au niveau du HCR, c'est ce qu'on appelle un des conflits qu'on n'arrive pas à résoudre depuis des décennies. Donc il y a rien. C'est un conflit musulman contre bouddhiste ou c'est beaucoup plus compliqué que ça? Écoutez, je fais appel aux spécialistes parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et de nouveau, je reviens à ce que j'ai dit avant. Je veux dire, notre lecture binaire de ce qui se passe nous empêche peut-être d'appréhender une réalité beaucoup plus complexe. Alors justement, on va y venir, on va essayer d'expliquer cette réalité complexe. Nordine Nerej, vous voyez tiquer quand je disais c'est un conflit musulman contre bouddhiste. Pourquoi? Non, absolument pas. C'est ce qu'on veut nous faire croire. On voudrait aller vers ce schéma-là. Cette lecture binaire, du coup. Tout à fait, parce que vous savez qu'en Birmanie, le pouvoir religieux est assez conséquent. Vous avez une sorte d'emprise de certains moines sur le peuple, due notamment aux effets classiques d'une dictature, c'est-à-dire la pensée unique via de la presse internationale. Il faut imaginer la Birmanie avant 2011, et vous avez cet engrenage quelque part, et on a utilisé, en tout cas l'armée birmane a été consciente en tout cas du pouvoir de la religion sur le peuple, et donc on l'a utilisé justement à cet agenda politique. Et donc aujourd'hui, c'est quelque part à moitié faux de dire d'opposer deux religions, parce que c'est quelque chose d'assez dangereux d'abord, même sur le schéma international, parce que là on rentrerait dans des clashes de civilisation, et vous avez même un certain nombre de groupes terroristes qui essaieraient de récupérer justement cette cause-là, et c'est peut-être la suite qui aura
que attend un certain nombre de... Christine Chaumeau, vous êtes d'accord? Oui, je pense qu'on est plutôt dans un conflit d'identité. C'est pas il me semble, c'est pas des religions, c'est vraiment la Birmanie sous la dictature s'est construite, l'armée a construit son pouvoir. Et a assis sa légitimité en disant nous sommes les défenseurs de la majorité bamar et de l'identité bamar et tout ce qui sont les minorités qui sont aux marges, nous protégeons la majorité bamar. Et du coup, ce conflit d'identité a été utilisé par l'armée, instrumentalisé par l'armée et voilà. Et on en est arrivé là aujourd'hui. Alors 25 août 2017, donc comme on l'entendait et vous le disiez, ce n'est pas le premier pic de violence. Il y en a eu précédemment. Quoi qu'il en soit, plusieurs centaines de milliers de personnes ont été déplacées. On parle de viols, on parle d'incendies de villages, des gens qui sont exécutés sommairement. Comment expliquer le terme de regain de violence paraît bien maigre en fait par rapport à ce qu'on peut constater aujourd'hui. À quoi c'est lié? Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un seul quand même coup, quelque ça reprenne chose fin août. Il y avait eu un premier pic de violence, un premier pic de violence l'an dernier, en 2016, en octobre 2016, et donc des réfugiés déjà, et donc la situation était tendue, et pendant toute l'année, on a entendu parler d'événements. Comme la mort l'assassinat des chefs de village musulmans qui travaillaient avec le gouvernement, avec les autorités, pas en grand nombre, mais de manière régulière et étendue. Et puis début août, il y a eu des assassinats dans un village d'une population bouddhiste, mais minoritaire. Qui ont été imputés à ce groupuscule qu'on appelle maintenant l'ARSA, mais qui n'était pas connu en tant que tel. Qui sont des rebelles Rohingyas. Qui sont des rebelles Rohingyas, absolument, des insurgés. Et donc, du coup, là, c'est quoi? On est dans une forme, en fait, de... Donc, une escalade de violence. La question vient au Parlement à plusieurs reprises pendant l'été. L'armée demande la réunion du Conseil de sécurité. Aung San Suu Kyi, pour des raisons, je pense, très politiques, qu'il est difficile d'évoquer ici, a refusé de convoquer ce Conseil de sécurité. Et du coup, l'armée a pris sur elle d'envoyer ses troupes. Elle s'est fait justice elle-même. Non, elle ne se fait pas justice elle-même. Elle envoie ses troupes pour assurer la sécurité localement. Du moins, c'est comme ça que ça se présente. Et puis, il y a la sortie du rapport de Kofi Annan, donc une commission qui a été réunie à la demande par Aung San Suu Kyi il y a quelques années pour faire un rapport afin de trouver des voies de résolution de ce conflit. Sorti d'ailleurs donc le 25 août. Il sort le 25 août et la sortie de ce rapport provoque les attentats commis par ARSA contre des postes de police en Arakan. Un certain nombre. Donc les rebelles attaquent des postes de police et en fait. Une attaque massive qui se voit. Et là, représailles. Représailles, voilà. Est-ce qu'il faut s'en étonner, Christine Chaumeau, de cet état en fait de violence latente? Est-ce qu'il fallait s'attendre en fait à de telles représailles quand on parle d'un demi-million? Alors c'est certain que l'armée birmane n'est pas connue pour agir dans la dentelle. Enfin, voilà, depuis 1962 qu'elle est au pouvoir, elle a toujours utilisé la force avec assez peu de parcimonie. Enfin, les conflits ethniques qui durent, la Birmanie est en état de guerre civile depuis l'indépendance, depuis 1948. C'est la guerre civile la plus longue que l'on connaisse dans le monde. Et du coup, l'armée birmane a toujours agi avec beaucoup de violence. Elle a réprimé aussi les opposants qui entouraient Aung San Suu Kyi. Donc, qui a été elle-même donc privée de liberté pendant 15 ans en fait. Elle était en résidence surveillée pendant 15 ans. Du coup, quand elle est attaquée, effectivement, sa manière de réagir est extrêmement violente. Après, voilà, elle est sans doute qu'il y a
Alors, peut-on parler d'une volonté de nettoyage ethnique? C'est effectivement ce que disent les Nations Unies aujourd'hui. En tout cas, l'effet de ces violences est extrêmement dramatique pour les populations, puisqu'effectivement, comme vous le disiez, on parle de viols, d'assassinats, des villages ont été brûlés. Donc, elle obtient finalement, on a l'impression qu'elle arrive à obtenir ce qu'elle avait en germe depuis des décennies, c'est-à-dire se débarrasser de cette population musulmane de l'Arakan des Rohingyas. Alors on en parlait, hein, la dirigeante birmane est en première ligne hein, sur cette question. Elle a annulé sa venue à l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre et la prix Nobel de la paix en 91 a répondu à la tribune à ce qu'elle nomme un iceberg de désinformation. On l'écoute. Je comprends que beaucoup de nos amis à travers le monde soient inquiets. Des comptes rendus de villages brûlés, d'hordes de réfugiés en train de fuir. Comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a pas eu de conflit depuis le 5 septembre et pas d'opération d'évacuation. Nous aussi, nous sommes inquiets. Nous voulons identifier les vrais problèmes. Il y a eu des accusations et des contre-accusations et nous devons toutes les écouter. Et nous devons nous assurer que toutes ces accusations sont fondées sur des preuves solides avant d'agir. Jean-Noël Watervat, est-ce que ça vous étonne ces déclarations? On sent comme une gêne en fait chez la Lady. Non. Non? Non, parce que je pense que pour elle, c'est une question de survie politique. D'accord. Et de nouveau, je pense que de concentrer toutes les attaques et peut-être toutes nos frustrations sur Aung San Suu Kyi, c'est méconnaître la réalité birmane et c'est méconnaître, disons, son pouvoir de contrôle sur l'armée. Elle est prise en étau selon vous? Elle est obligée de composer? Et moi, je pense que oui. Alors évidemment, on pourrait lui demander de faire des déclarations plus ou moins fortes. C'est ce que l'Occident attend. Voilà, c'est ce que l'Occident... Mais on ne va rien résoudre. On ne va absolument rien résoudre. Parce que précisément, c'est pas elle qui a le pouvoir. C'est la junte qui a le pouvoir. Ce sont les moines qui ont le pouvoir. C'est une évidence. Et on l'a vu dans cet excellent film que vous avez passé avant, et où un moine la compare à Gandhi. Ça fait quand même froid au dos, parce qu'on connaît comment il a fini. Donc évidemment, on pourrait attendre d'elle qu'elle parle de façon peut-être plus claire sur le sort des Rohingyas, mais il faut aussi savoir que son pouvoir est limité et que c'est peut-être la seule chance pour la communauté internationale d'avoir quelqu'un qui essaye d'influer dans le bon sens la crise des Rohingyas. Et comme vous l'avez mentionné, c'est elle qui a demandé ce rapport de Kofi Annan. Elle s'est fait attaquer au Parlement, mais finalement, peut-être qu'elle a aussi contribué à mettre le feu aux poudres. Alors, Bénédicte Brech de La Perrière, le risque, c'est quoi? C'est que si elle désavoue publiquement l'action de l'armée et de la junte, elle soit débarquée et que du coup, il n'y ait plus de possibilité en fait, de négociation. C'est quoi le risque? Dénoncer effectivement la junte comme ça de manière directe, c'est rompre l'accord de gouvernement, l'accord politique tel qu'il est en place en ce moment. Donc ce serait revenir en arrière, très clairement. Revenir en arrière, et on sait ce qu'a été la Birmanie fermée et sous pouvoir militaire pendant toutes ces années. Elle, son but, ce qu'elle a fait, ces 15 années de résidence surveillée, son combat de toute une vie a été d'arriver à emmener la Birmanie vers une libéralisation, une démocratisation, une normalisation. Il est certain que si elle prenait ce genre de mesures, eh bien ce serait sans doute un coup d'arrêt à tous ces efforts. Et donc elle ne le fait pas. Christine Chaumeau, quand on voit effectivement, et Bénédicte Brech de La Perrière le disait à l'instant, on est dans un processus de démocratisation. Donc l'idée, c'est qu'elle est prête à aller se compromettre presque plutôt que d'abandonner en fait ce pourquoi elle a été en résidence surveillée et en fait le combat d'une vie. Je pense qu'il y a aussi là aussi une méconnaissance et peut-être une vision trop simpliste des choses. On avait fait dans San Suu Kyi une espèce de sainte, d'icône, mais est-ce que ce n'était pas des projections sur une femme qui finalement était maintenue en résidence pendant 15 ans, qui a assez peu parlé pendant 15 ans, qui connaît peut-être pas si bien que ça son pays, et
on peut s'interroger si l'ampleur des désaveux d'aujourd'hui ne sont pas un peu excessifs, comme étaient excessifs les lauriers qu'on avait tressés sur la tête de Aung San Suu Kyi. C'est-à-dire que l'Occident projetait sur elle des vertus que peut-être elle n'avait pas. Et on est pétri de représentation, que ce soit sur les moines bouddhistes d'un côté, sur Aung San Suu Kyi de l'autre, et sur la capacité qu'elle aurait potentiellement en fait, à changer les choses. Nardine Erez, c'est ça? Tout à fait. En fait, Aung San Suu Kyi, pour nous, elle a été, et pour beaucoup de monde, une très grosse déception. Institutionnellement, c'est compliqué aussi. Donc bien sûr, elle va se mettre à dos une majorité de bouddhistes qui sont quelque part anti-Rohingya. Je pense qu'elle laisse quelque part, elle se retire de ce problème-là. Et en même temps, vous avez les militaires qui justifient quelque part leur présence militaire dans cet État d'Arakan, qui est difficilement gérable, parce que vous avez aussi des indépendantistes rakhines qui ont toujours clamé leur indépendance. Et donc, quelque part, on leur donne l'impression qu'on est du même côté, qu'on a un ennemi commun qui s'appelle les Rohingyas, quelque part. Et donc, on se met de votre côté. Donc, je pense qu'Aung San Suu Kyi, quelque part, elle a toujours voulu s'extirper de cette problématique qui est difficilement gérable. Et la commission qui avait été présentée qui avait été missionnée en tout cas par Kofi Annan à la demande de Aung San Suu Kyi n'est pas une commission d'enquête, mais plutôt une commission pour trouver quelque part des alternatives à cette solution. Et ça, c'est encore difficile parce qu'il va falloir travailler à la fois en externe, donc il faut une mobilisation de la communauté internationale, mais aussi en interne. Il va falloir changer les mentalités et ce processus de démocratisation, je pense que c'est un espoir, mais qui va prendre effectivement beaucoup de temps. Jean-Noël Waterval. Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Aung San Suu Kyi lorsque j'étais en 2011, exactement. Et donc je lui ai posé un peu, elle venait de sortir de de ses arrêts domiciliaires, et je lui ai posé la question un peu quelles sont les priorités. Elle m'en a dit j'en ai deux. Un, c'est d'instaurer une culture démocratique dans mon pays, et deux, c'est de résoudre le problème, les conflits ethniques à la frontière. Et je lui ai demandé, et les Rohingyas? Elle m'a dit, là, c'est un problème d'émigration. Ah. Donc, voilà ce que ce n'est même pas, ce que je veux dire. Ce n'est pas un problème de conflit interethnique, on est dans une querelle de définition. Alors, je ne sais pas, de nouveau, enfin, il faut replacer ce qu'elle a dit dans le contexte d'une... Mais elle a, comme vous l'avez dit, une vision qui correspond à une vision je dirais, 99% de la population birmane qui, ces pauvres Rohingyas, n'ont aucun soutien au sein de l'opinion publique. Et ils n'ont rien à faire là, finalement. Et donc, on en discutait avant, moi je pense qu'elle est prise aussi dans un dilemme, parce que les militaires ne peuvent pas l'attaquer sur la popularité, puisqu'elle c'est une femme encore très populaire, et ceux qui disent qu'il faut qu'elle parle et qu'elle parte, je trouve c'est une honte, parce que ça veut dire ignorer les millions de personnes qui ont voté pour elle. Mais par ailleurs, ils savent très bien que pour la discréditer, il suffirait qu'elle prenne une position en faveur des Rohingyas et elle perdrait une partie de la popularité qu'elle a. Donc elle est dans une situation très difficile. C'est la même problématique pour les autres minorités ethniques. Je pense notamment au Karen, qui est une minorité chrétienne, qui a aussi eu maille à partir avec le pouvoir central. Ce n'est pas la même problématique, parce que ces minorités-là font partie des minorités de Birmanie, reconnues des 135 en tant que telles, minorités. Contrairement aux Rohingyas. Alors là, maintenant, la question en fait, de la solution et de la position de la communauté internationale se pose. Comment régler ce conflit? Comment faire en sorte en fait, de sortir de ces crimes contre l'humanité, génocide, nettoyage ethnique, On a vu beaucoup de mots fleurir depuis quelques semaines. On réécoute Emmanuel Macron, qui était interrogé par nos confrères de Quotidien lors de l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre. Sur la Birmanie, l'odieuse purification ethnique qui est en cours, nous devons la condamner et agir. En demandant la cessation de ces violences, en demandant les accès humanitaires, ce qui permet ensuite progressivement une escalade. Quand l'ONU condamne, il y a des conséquences derrière qui peuvent donner le cadre à une intervention dans le cadre de l'ONU. Donc, dans ce contexte-là, je souhaite que, et j'ai pris l'engagement ce matin de le faire, sur les Rohingyas, nous condamnions, et la France prendra l'initiative avec plusieurs de ses partenaires du Conseil de sécurité, ce génocide qui est en cours, cette purification ethnique, et que nous puissions agir de manière concrète. Jean-Noël Waterval. Alors, génocide, purification ethnique, intervention de l'ONU, j'ai l'impression de revivre le Rwanda, la Yougoslavie. Est-ce que c'est pas toujours la même antienne de il faut agir, mais finalement on n'en a pas les capacités? En ce qui concerne l'ONU, disons, l'ONU, c'est le reflet des 5 membres du Conseil de sécurité. Si les 5 membres sont d'accord, on peut agir. S'il y a des accords,
on est malheureusement paralysé. Et là, la Chine bloque, comme d'habitude. Donc voilà. Donc Enfin, je comme pense souvent. je veux dire, chacun a bloqué. Là, il faut aussi être juste. Hein, chacun bloque le Conseil de sécurité quand ça l'arrange. Maintenant, je voulais dire une chose. C'est sur la présence internationale dans l'Arakan septentrional. Je veux dire, le HCR y était depuis 1978. Ça devient de plus en plus difficile parce que, justement, ces moines bouddhistes montent la population locale contre nous. Donc, je veux dire, c'est bien joli, et ça, je l'ai vécu... Ce sont des ingérences étrangères, donc. Voilà, je l'ai vécu aussi en Yougoslavie, de dire, on met l'ONU, on fait intervenir l'ONU, mais il faut lui donner aussi des conditions de sécurité pour qu'on puisse agir. Et là, je ne vois pas comment on peut faire s'il n'y a pas disons, une action beaucoup plus forte de la part du Conseil de sécurité. Donc, malheureusement, je pense que de ce côté-là, ça va être difficile. Maintenant, il faut aussi dire que des crises de Rohingyas, il y en a eu aussi par le passé. Peut-être pas dans cette ampleur-là, mais que éventuellement ces gens sont rentrés. Et je pense que c'est pas dans l'intérêt de la Birmanie de palestiniser le problème des Rohingyas et d'avoir des camps de l'autre côté de la frontière. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faudra vraiment faire comprendre que c'est dans l'intérêt même de la Birmanie de faire rentrer ces gens et de leur donner, en fait une existence, certains droits qu'ils n'ont pas jusqu'à maintenant. La citoyenneté. Comment est-ce que vous expliquez cette incompétence presque de la communauté internationale à agir, Bénédicte Braque de la Perrière? Je ne l'explique pas, c'est des questions qui me dépassent largement, mais je suis tout à fait d'accord avec monsieur sur cette analyse. Et ce que je voulais dire, par contre, c'est que la Birmanie, enfin, Aung San Suu Kyi a commencé à dire, alors on met en cause sa sincérité quand elle dit qu'il y aura, que les réfugiés seront acceptés, qu'on va entamer des procédures de vérification. Évidemment, on a des droits au retour. Un droit au retour. Alors, il va y avoir des procédures de vérification en fonction de quoi, etc. Donc, tout ça est évidemment à surveiller de près. Pour autant qu'on puisse surveiller quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement toujours eu des retours. En 1974, c'était aussi 400 000 réfugiés. Et bon, je ne sais pas s'ils ont été complètement résorbés, mais en attendant, une partie importante de ces réfugiés-là sont revenus dans l'Arakan du Nord. La question qui se pose maintenant, c'est quels sont les projets. Il semble que là, il y a des choses qui se dessinent, qui ne sont pas forcément en faveur, je dirais, du retour quand même. C'est ce fameux développement d'une zone économique à la frontière qui est spéciale, qui ne sera pas en faveur des retours des Rohingyas. Enfin, une zone économique qui est donc pilotée par la Chine, c'est ça? Pilotée notamment par la Chine. Et par, parce qu'il faut dire que la région de l'Arakan a aussi des ressources. Oui. Et que la Chine... Le projet du gazoduc également, qui va transiter aussi par cet état d'Arakan. Et donc, plus bas. Plus bas, bien sûr, mais en tout cas, ça rentre en tout cas dans les intérêts politiques de la Chine. Je pense que, simplement pour revenir sur la question de l'intégration peut-être progressive des Rohingyas dans leur territoire, je pense qu'il y a d'abord, quand Aung San Suu Kyi déclare que nous pouvons réintégrer ces réfugiés sous contrôle des vérifications, je ne sais pas comment, parce qu'ils sont apatrides. Donc je ne sais pas techniquement comment ça va se passer. Il n'y a pas de texte, légalement. Ils ont des cartes, on leur a remis. Il y a des textes. Ils avaient commencé, je crois que c'est en 93, il y a un protocole d'accord sur les conditions de rapatriement des réfugiés. Ensuite, sur l'acceptation sociale des Rohingyas dans l'état d'Arakan, ça va être encore plus difficile. Et ça, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait essayé nous-mêmes en tant qu'ONG à l'époque, et c'est ce qu'on demande toujours à chaque fois qu'on fait des interventions en Birmanie, c'est que d'abord on nous permette d'avoir des accès. Accès aux humanitaires, c'est quelque chose. Ce que disait Jean-Albert Torres, c'est qu'il y a quand même un problème d'accès à la Birmanie. Globalement, c'est fermé et on voit que même les associations humanitaires ont beaucoup de mal en fait à accéder aux populations. C'est très difficile. Et aujourd'hui, on a du mal à travailler sur place. On a voulu, par exemple, initier un certain nombre de projets avec les organisations, les ONG locales bouddhistes, pour pouvoir créer des sortes de ponts
de communication entre les chefs des villages Rohingyas et de l'autre côté chez les bouddhistes pour pouvoir permettre. Il y a des initiatives, il y a en tout cas une volonté quelque part de créer ces ponts-là, mais ils sont très difficilement, c'est très difficile à mettre en place. Et on a vu quelque part que l'armée birmane est très réticente à ce genre de choses parce que ça rentrerait en complète contradiction avec un certain projet. Jean-Noël Wetterwelle. Oui, je veux dire, aussi on voit la communauté internationale comme quelque chose de cohérent. Non, la communauté internationale, c'est la somme de pays qui ont des divergences et que donc on appelait à la communauté internationale, c'est bien joli, mais dans les faits, ça ne marche pas. C'est toujours. une addition de pays, comme souvent. Christine Chaumeau. Oui, et puis pour renforcer ce que vous disiez, c'est vrai que sur le terrain, la situation est extrêmement polarisée et que les voix modérées, même au sein des bouddhistes arakanais, sont extrêmement mal vues. C'est-à-dire que toutes les possibilités de compromis ou d'essayer de faire vivre ensemble les deux populations, ce qui était l'ambition de la commission menée par Kofi Annan, va être très très long et très compliqué. Donc faire appel, la communauté internationale ne peut pas répondre à cette question de comment retisser la confiance entre des individus, entre des villageois, entre des populations qui depuis des années, instrumentalisées aussi par le pouvoir religieux et le pouvoir militaire, mais depuis des années, elles ne peuvent plus vivre ensemble. Donc il y a vraiment une question de réconciliation. Oui et non, parce qu'en fait, localement, on sait que les villages musulmans et les villages bouddhistes cohabitent. Quand c'est en période de paix ou de relative calme, eh bien, ces communautés cohabitent. Mais ce qui se passe, c'est quand il y a un attentat, donc une provocation du type de celle d'Arsa, eh bien, la réaction militaire crée après des effets qui sont incontrôlables. C'est très vrai ce que vous dites. C'est vrai qu'avant, on avait bien constaté cette cohabitation, mais vous avez de l'autre côté des brèches et des sortes d'étincelles qui sont créées des parts et d'autres pour justement attiser cette haine et encore une fois justifier une présence militaire. On en voit par exemple, il y a eu des attaques de Mektila en 2013, il y a eu également le supposé viol, parce qu'on ne sait toujours rien, d'une jeune fille bouddhiste par Rohingya. Donc en fait, toutes ces histoires-là, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Est-ce que ce sont simplement des prétextes pour créer encore une fois des frictions entre communautés ? Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut voir, c'est qu'elles sont quand même instrumentalisées. Dernière question, Christine Chaumeau. On constate quand même que depuis quelques semaines, il y a un regain d'intérêt, entre guillemets, sur cette question et on se plonge une nouvelle fois dans la scène politique birmane. Comment expliquer qu'on ait mis aussi longtemps, que ce soit ONG, que ce soit milieu politique, à s'interroger en fait sur ce qui se passait véritablement en Birmanie? Est-ce qu'il y a eu aussi un désintérêt sur cette partie de l'Asie? Je pense que la Birmanie a intéressé pour ce duel, ce face-à-face. On a résumé la Birmanie en un face-à-face entre une belle femme charismatique, la Lady, la dame de Rangoon, avec son orchidée dans les cheveux, et les méchants militaires. Voilà, c'était comme ça que l'Occident résumait la situation birmane. Et on avait cette vision occultait complètement la complexité de ce pays, cette mosaïque de plus de 135 ethnies, qui est en guerre civile, effectivement, depuis l'indépendance. Et on sait, il y a eu un regain d'intérêt au moment de la démocratisation. On s'est dit, voilà, un pays, enfin, la Lady va arriver au pouvoir. Et elle va tout régler. Elle va tout régler. Et là encore, on sait, la déception est énorme parce qu'on avait là aussi trop d'attentes et complètement occulté qu'elle était prise en étau avec des militaires qui ont toujours les mains, en fait, qui sont toujours les maîtres du jeu. Alors, donc là, il ne faut pas s'attendre en fait à un règlement rapide de ce conflit, j'imagine. Non. Si on ne l'a pas réglé en 50 ans, je ne crois pas qu'il ne va pas être réglé demain. Voilà, mais je pense qu'il faut quand même de la pression constante sur les acteurs pour que... Qui commence, on le voit depuis quelques semaines. Merci en tout cas de nous avoir éclairés sur ce dossier très complexe. Merci à vous. Comme d'habitude, quelques ouvrages, bien entendu, pour prolonger le dossier de Courrier International. Birmanie, tous contre les Rohingyas. Donc, c'est le Courrier International du 28 septembre au 4 octobre. Je rappelle votre livre, Jean-Noël Wetterwelle, d'Exil, d'espoir et d'aventure, un Suisse à la rencontre des réfugiés. C'est aux éditions du Belvédère en 2014. Religion et politique, c'était un livre sous la direction d'Alain Dikoff et Philippe Portier. Il y a un article passionnant de Renaud Aigretot, Violence, militantisme et bouddhisme en Birmanie. C'est aux presses de Sciences Po.
Birmanie, les chemins de la liberté de Sylvie Brieux, c'est chez Albin Michel. Les Rohingyas de Birmanie, Arakanais, musulmans et apatrides de Gabriel Defer, c'est aux éditions Arcuris et c'est paru en 2016. Enfin, Le Vénérable W de Barbara Schroeder, c'est un film sur le moine nationaliste et islamophobe de Mabata, Ashin Wiratu. C'est sorti en juin 2017 et c'est le 3e volet donc de sa trilogie du mal. Merci à vous. Voilà, c'est fini. C'est la fin de cette émission, mais pas de panique. Vous pouvez la revoir en replay et à l'envie sur notre site publicsena.fr. Merci à Aurélie Dafas et à Amélia Morgadi d'avoir préparé cette émission. Nous, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour interroger notre monde en doc. Très belle semaine à tous. Ciao.